Assalamu alaikum. Alors, on va faire la suite, endomorphisme symétrique, la deuxième partie. Alors, qu'est-ce que c'est le but de cette séance? Alors, le but de cette séance est de montrer que toute matrice symétrique réelle est orthodiagonalisable, c'est-à-dire elle est non seulement diagonalisable, mais diagonalisable dans une base orthonormée. Donc, il est naturel de commencer par quoi? De voir est-ce qu'une matrice symétrique réelle, ses valeurs propres, ils sont toutes réelles. C'est-à-dire, est-ce que le polynôme caractéristique de la matrice A est scindé sur R? Donc, première, qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer qu'une matrice symétrique réelle, toutes ses valeurs propres, ils sont comment? Ils sont réels. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se placer dans le cas général. Donc, qu'est-ce que c'est le cas général? On va considérer une matrice hermétienne. Donc, une matrice hermétienne vérifie de transposer de A bar. Transposer de A bar est égal à A. Ça s'appelle une matrice hermétienne, français. Donc, c'est rien. Voilà. Montrer que quel que soit x vecteur colonne, on a transposé de AXA est égal à ça. Donc, à partir de la division, on montre facilement ça. Deuxième chose, application. Donc, remarquez, on se place dans le cas général, la démonstration est évidente. Tu fais une matrice symétrique, il y a des astuces et la preuve n'est pas naturelle. Le cas général, remarquez, cas général, la preuve évidente, il n'y a rien. Tu fais cas particulier symétrique, il y a des astuces, etc. Donc, je montre ça. Application, montrer que les valeurs propres d'une matrice hermétienne, ils sont toutes réelles. J'ai une matrice à coefficient complexe. Combien il possède des valeurs propres? Lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda n. Éventuellement, ils sont confondus. Qu'est-ce qu'il dit le résultat pour une matrice hermétienne? Lambda 1 appartient à R, lambda 2 appartient à R, lambda n appartient à R. Ils sont toutes réelles. Regardez, j'explique à moi-même. En français, on dit quoi? Le polynôme caractéristique de A est scindé sur R. D'accord? Rappelons que grâce au théorème d'Alembert, il y a toujours une valeur propre. Qu'est-ce qu'il y a de neuf pour une matrice hermétienne? Ils sont toutes, comment ils sont? Réels, réels, réels. Alors, comme application évidente, une matrice symétrique réelle est un exemple trivial de matrice hermétienne. Qu'est-ce que c'est une matrice symétrique? C'est transposé de A est égal à A. Une matrice symétrique réelle est trivialement une matrice hermétienne. Donc, qu'est-ce qu'on a pour une matrice symétrique comme application immédiate et triviale? Toutes ces valeurs propres sont réelles. Et c'est ça notre but. Regardez, notre but c'est ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On généralise. Il faut savoir ce qu'on vise, ce qu'on cherche. On cherche à montrer que toute matrice symétrique réelle, toutes les valeurs propres sont réelles. Qu'est-ce qu'on fait? On se place dans le cas général. Alors, la démonstration, il faut montrer ça. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai la question comme ça, regardez, et je recopie. Donc, je le calcule. Je calcule bêtement les choses. Pour les matrices, il faut retenir les petites choses de S2. Le conjugué du produit est égal à ça. Regardez, le conjugué du produit, c'est général. Quand tu as ça, la conjugaison, ça. Qu'est-ce que c'est le conjugué d'une matrice? Si A est une matrice, qu'est-ce que c'est le conjugué? C'est la matrice, celle-ci. Tu prends les conjugués. Quand tu as une matrice à coefficient complexe, ça c'est le conjugué. Donc le transposé de ça, c'est le produit. Et le transposé, il renverse. Donc c'est égal à transposé de x bar, transposé de a bar, x. Et c'est ici qu'on utilise la matrice, elle est hermétienne. Que veut dire la matrice? Elle est hermétienne, c'est-à-dire que transposé de a bar est égal à a. Donc, c'est égal à transposer de x bar à x. Rien. Vraiment rien. Si tu ne connais pas ce que veut dire rien, c'est ça. Regardez. La démarche est naturelle. J'ai deux matrices et je multiplie ici, il n'y a rien. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va déduire comme application? Les valeurs propres. Voilà. D'après le théorème d'Alembert. Regarde le théorème d'Alembert. Il y a ici une valeur propre complexe. Que veut dire en français? Montrer que toutes les valeurs propres sont réelles. Donc, les valeurs propres qui existent ici, il y a n, ils sont réels, veut dire qu'il faut montrer ça. Notez la méthode de travail. J'explique. Il n'y a rien. Les maths, il n'y a rien. Il n'y a pas de maths. Je ne vois pas où sont les maths. Il y a autant un problème de français. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce que veut dire scinder. Scinder veut dire produit de polynôme de premier degré. D'accord? Et scinder veut dire quoi? Veut dire que les valeurs propres complexes qui existent d'après Turner, ils sont comment?
ils sont réels. Scindés sur R veut dire que les valeurs propres complexes qui existent, d'accord, ils sont réels. Alors, voilà ce que veut dire la question. Il faut montrer ça. Alors, je prends une valeur propre, lambda, appartenant à spectre C de A. Alors, la notion de valeur propre et vecteur propre, ils sont équivalentes. Regardez. Donc, lambda est une valeur propre veut dire quoi? Cela veut dire qu'il existe un vecteur colonne non nul tel que AX est égal à lambda X. Et c'est terminé. C'est terminé, c'est terminé. Qu'est-ce que je fais? Je remplace ici. Je remplace dans la question 1. Quand tu remplaces, qu'est-ce que tu vas dire? Tu as le conjugué de AX. Vous savez combien le conjugué de AX? Le conjugué de AX, c'est lambda bar, X bar. Et je remplace. AX, c'est lambda X. Donc, qu'est-ce que ça donne ici? Ça donne lambda bar, X bar, X. Ici, AX, c'est lambda X. Et c'est terminé. Regardez. Qu'est-ce que je veux montrer? Je veux montrer que lambda, le nombre complexe lambda est réel. C'est-à-dire lambda bar est égal à lambda. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Il faut simplifier avec ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, et non seulement il est non nul, d'accord? Il est strictement positif. C'est des petites choses. C'est des petites choses. Ça, c'est égal à quoi? Si tu poses grand X, un vecteur colonne, est égal à Z1, Z2, Zn. Vecteur colonne, Zi sont des nombres complexes. Qu'est-ce que c'est? Le transposé de X bar. Donc ici, transposé de X bar, pardon. Transposé de X bar. Alors, qu'est-ce que c'est transposé de X bar fois X? Ben, tu le calcules, c'est quoi? C'est Z1, Z1, etc. plus... donc, c'est égal module de Z1. Donc, si X est un vecteur colonne non nul, qu'est-ce que j'ai? Ça, il est non seulement il est non nul, il est strictement positif, mais c'est hors sujet. Donc, je peux simplifier ici, d'accord? Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que lambda bar est égal à lambda. Rien, vraiment rien. Moi, je ne vois pas... Voilà. Donc, conclusion, les valeurs propres d'une matrice hermitienne sont comment? Ils sont toutes réelles. Voilà. Cas particulier, l'exemple trivial d'une matrice hermitienne, quoi? Une matrice symétrique réelle. Donc, en particulier, une matrice symétrique réelle, quoi? Ces valeurs propres, ils sont toutes réelles. Donc, on peut dire en français ça comment? Le polynôme caractéristique d'une matrice symétrique réelle est scindé sur R. Voilà. Donc, ça, c'est le résultat qu'il faut retenir. Il faut savoir prendre ton but. Notre but, c'est de montrer que toute matrice symétrique réelle, son polynôme caractéristique est scindé. Toutes les valeurs propres sont réelles. Voilà. Voilà notre but. Voilà, c'est terminé. Maintenant, question hors sujet. Si je veux dire hors sujet, hors sujet. Sans faire aucun calcul, sans faire, si tu fais le calcul, c'est-à-dire que tu n'as pas compris la démonstration. Sans faire aucun calcul, qu'est-ce que tu fais? Sans faire aucun calcul, hors sujet, c'est ça. Si tu as une matrice antisymétrique réelle, ces valeurs propres, ils sont tous de la forme. C'est quoi? Ils sont inclus dans IR. Donc, il ne faut pas paniquer. Tu prends ton stylo qui coûte 1 dirham 50 et tu écris hors sujet, sans faire aucun calcul, comme ça. Pourquoi? Si A est une matrice symétrique, antisymétrique réelle, les valeurs propres, ils sont tous de la forme I lambda avec lambda réel. C'est-à-dire, on a ça. Hors sujet. Puis tu l'oublies. C'est-à-dire, cette preuve, elle s'adapte sans aucune modification. Alors, on continue. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas dire matrice antisymétrique. Antisymétrique, c'est hors sujet. Et quel est le but de cette remarque? C'est de dire, parfois, le cours, il est important. Le cours, il est important. Quand tu es dans un examen, on te pose la question, montre ici, A est une matrice antisymétrique réelle, les valeurs propres sont tous imaginaires purs. La démonstration, photocopie légalisée, ça ne suffit rien. Alors maintenant, une remarque qui s'impose.
Si je prends un endomorphisme symétrique, bien sûr, je suis dans un espace euclidien, quand je suis endomorphisme symétrique. Donc, SE, regardez la notation SE. Alors, E, ça c'est un espace euclidien. Je l'ai dit plusieurs fois, en S3, etc. Matrice et endomorphisme, c'est la même chose. Matrice et endomorphisme, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des polynômes caractéristiques de F? Alors, ça c'est un espace euclidien. Donc, il possède une base orthonormée. Je vais choisir B, une base orthonormée. Soit B, une base orthonormée de E, ça. Je pose grand A, la matrice de F dans B. Qu'est-ce que c'est le polynôme caractéristique de F? Regardez, le polynôme caractéristique de F est égal au polynôme caractéristique de sa matrice, de sa matrice, de sa matrice. Dans n'importe quelle base. Et qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi une base orthonormée. Donc c'est égal à qui? De A de X. Et comment il est A? A, il est comment? F est un endomorphisme symétrique. Et nous avions vu dans l'autre vidéo, partie 1, c'est comme les films, que dire que F est un endomorphisme symétrique, ça équivaut quoi? Sachant que B est une base orthonormée, ça équivaut à A est une matrice symétrique. Conclusion, ça c'est une matrice symétrique. Donc ça, polynôme caractéristique de F est égal au polynôme de ça avec A symétrique. Donc celui-là, il est quoi? Il est scindé sur R. Que veut dire scindé sur R? Cela signifie que les valeurs propres complexes qui existent toujours, ils sont comment? En fait, ils sont tous réels. Donc en fin de compte, qu'est-ce que c'est? Si F est un endomorphisme symétrique, qu'est-ce qu'on a? Alors, le polynôme caractéristique est scindé. Voilà. Alors maintenant, on continue. Alors, qu'est-ce que nous avions vu à propos des sous-espaces propres? À propos des sous-espaces propres, qu'est-ce que nous avions vu? Nous avions vu que la somme des sous-espaces propres est toujours directe. Rappelez-vous, la somme des sous-espaces propres est toujours directe. Alors, pour un endomorphisme symétrique, alors on a plus. La somme des sous-espaces propres, elle est comment? Elle est orthogonale. C'est-à-dire que les sous-espaces propres, ils sont 2 à 2 orthogonaux. Et une somme orthogonale, ça implique direct. Donc, on va noter la démarche. Pour un endomorphisme, la somme, elle est directe. Pour un endomorphisme symétrique, qu'est-ce qu'on a? Et la somme, elle est orthogonale. Donc, proposition 1. Je prends un endomorphisme symétrique. Donc, implicitement, je me place dans un espace euclidien. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai? Si je prends deux valeurs propres, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai les sous-espaces propres, ils sont orthogonaux. C'est plus que direct. Ils sont orthogonaux, voilà. Et la preuve, c'est facile. Que veut dire ils sont orthogonaux? Il faut que j'évalue x, y, je prends x ici, y ici, et je fais le produit scalaire, c'est égal à 0. Ben, prenez un x qui appartient à E de alpha, et un y qui appartient à E de bêta. Que veut dire f est un endomorphisme symétrique? F est un endomorphisme symétrique, on a toujours cette relation. Qu'est-ce que je fais? Pour x est un vecteur propre, y est un vecteur, ça vaut combien ça? Ça vaut alpha x. Et ça vaut combien? Y il appartient à ça vaut bêta y. Donc quand je passe tout à ce membre, j'ai alpha moins bêta fois le produit scalaire xy est égal à 0. Et comme par hypothèse, les valeurs propres sont 2 à 2 distinctes, alpha est différent de bêta, qu'est-ce que j'ai? Ça est non nul. Donc ceci implique quoi? Ceci implique que le produit scalaire xy est égal à 0. Ce qu'il fallait montrer. Donc on retiendra la chose suivante, d'accord? Notez comment on veut montrer qu'un endomorphisme F est diagonalisable. On commence par montrer qu'il est scindé.
Et pour montrer que f est scindé, on ne montre pas que f est scindé, on montre que la matrice elle est scindée. Ensuite, on montre que la somme directe des surfaces propres, maintenant, est devenue orthogonale. Voilà. Alors, quelle est la deuxième proposition? Rappelons la chose suivante. Dans un espace euclidien, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. J'ai l'espace E et la somme orthogonale. Orthogonale, c'est plus que la somme directe. Regardez, on fait comme ça. C'est plus que la somme directe. C'est-à-dire qu'on n'a pas ça. Ça, la somme directe. On a ça. On a pi sur 2. Voilà. Voilà. Alors, une question naturelle qui se pose, si j'ai f de f est inclus dans f, qu'est-ce que je peux dire du supplémentaire orthogonal? Le supplémentaire, il est unique. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, on a ça. Le supplémentaire orthogonal, elle est également stable. Donc, je vais l'écrire plus proprement. Proposition 2. Donc, proposition 2, proposition 2. Donc, soit f un endomorphisme symétrique, qu'il est stable, f de f. Voilà. Et bien sûr, j'ai, qu'est-ce que j'ai? J'ai E qui est égal à f. Voilà. Donc, soit f un endomorphisme symétrique, qu'il est stable f. Que se passe-t-il alors? Il est stable son supplémentaire orthogonal. Voilà. Donc, on va montrer ça. Je veux montrer une inclusion ensembliste. Notez la démarche. Je ne réfléchis pas. Je veux montrer que A est inclus dans B. Qu'est-ce que c'est A? Donc, il faut, donc montrant, je ne me casse pas la tête. Qu'est-ce que j'ai? F de x. Voilà ce que je veux montrer. J'écris la question. Les ensembles. A est inclus dans B. Que veut dire A est inclus dans B? C'est verdade. Maintenant, que veut dire un élément qui appartient à l'orthogonale? Définition. Je recopie la question. Donc, je recopie une deuxième fois la question. Que veut dire un élément qui appartient à l'orthogonale? Cela veut dire que quel que soit x appartenant au compte f bar, j'ai, quel que soit y appartenant à f, le produit scalaire f de x. Regardez, j'ai rien fait, j'ai créé la question. Puis j'ai créé la question pour la deuxième fois. Ça, c'est la question. Maintenant, j'écris la question pour la deuxième fois. J'écris ce que veut dire, x, celui-là, il appartient à l'orthogonale de f. Voilà ce que c'est. C'est-à-dire il est orthogonal à tous les vecteurs de f. Donc ici, je traduis ce que veut dire f de x, il appartient à l'orthogonale. Voilà. J'écris, je ne fais rien. Je traduis ça, je traduis ça. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est f est un endomorphisme symétrique, c'est égal à x, f de y. Voilà. Mais par hypothèse, regardez, x, il appartient à quoi? X, il appartient à l'orthogonale de f. X, il appartient à l'orthogonale de f. Donc celui-là, il appartient à l'orthogonale de f. Y, il appartient à quoi? Y, il appartient à f. Et par hypothèse, grand F est stable par F. Donc, Y, il appartient à F. Qu'est-ce que j'ai? F de Y, il va appartenir à F. Ça, c'est l'hypothèse. Donc, celui-là, il appartient à l'orthogonale. Et celui-là appartient à F. Donc, celui-là appartient à l'orthogonale de F. Et ça, il appartient à F. Donc, le produit scalaire, il vaut combien? Il vaut 0. Voilà. Ce qui est acquis. Regardez. J'écris la question. Et je me dis, qu'est-ce que c'est la division de l'orthogonale de F? L'orthogonale de f est formée par tous les vecteurs de E qui sont orthogonaux à tous les vecteurs de f. Et c'est terminé. Et je dis qu'est-ce que c'est f est symétrique. Il n'y a rien. Alors maintenant, où je suis? Alors je suis arrivé à notre but. Alors on est arrivé à notre but. Qu'est-ce que c'est le but de cette séance? Le but de cette séance est de montrer que tout endomorphisme symétrique d'un espace euclidien est orthodiagonalisable. Théorème 1. Donc, je me place dans un espace euclidien. Tout endomorphisme symétrique, tout endomorphisme F
symétrique d'un espace euclidien est orthodiagonalisable. Que veut dire orthodiagonalisable? Non seulement il est diagonalisable, que veut dire diagonalisable? L'espace E possède une base formée par des vecteurs propres. Que veut dire orthodiagonalisable? L'espace E est formé par une base orthonormée des vecteurs propres. C'est-à-dire, dans S3, qu'est-ce que c'est diago? S3, regardez, diago. Il possède une base de vecteurs propres. Mais pour un endomorphe symétrique, qu'est-ce qu'on a? Il possède une base de vecteurs propres formée par quoi? Par des vecteurs qui sont par d'une base orthonormée. Donc on a ajouté ici, on a ajouté ici. C'est comme tu fais la cuisine. Euclidien est orthodiagonalisable. Orthodiagonalisable. Je l'explique. Que veut dire ça? C'est-à-dire E, l'espace E, possède une base orthonormée formée par les vecteurs propres de F. Alors, au lieu de dire l'espace E formé par une base orthonormée formée par les vecteurs propres, et tu dors comme ça, d'accord? Ou bien tu dis en français orthodiagonalisable. Non seulement diagonalisable, mais orthodiagonalisable, pour ne pas dormir, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une traduction matricielle. Regardez la traduction matricielle, regardez l'élégance du traitement matriciel. Regardez. Traduction matricielle de ça, regardez. Donc, au lieu de réciter cette chanson, tu récites une chanson, c'est pas la peine de réciter ta. Tu dis, si F est symétrique, il y a même équivalence. Bien que c'est hors sujet, il y a équivalence, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? Il existe une base B orthonormée telle que la matrice de F est diagonale, est une matrice diagonale. Voilà, est une matrice diagonale. En S3, qu'est-ce qu'on disait? Un endomorphisme est diagonalisable si seulement s'il existe une base B telle que la matrice de F dont B est diagonale. Ben, c'est la même chanson. Pour symétrie, c'est plus. Qu'est-ce qu'on a ajouté? Orthonormé. Voilà. C'est la même chanson de S3, il y a 4 mois. Tu ajoutes maintenant orthonormé. Regardez. Au lieu de dire vecteur propre, tu dis ça. Voilà. Voilà. Alors la preuve, on va montrer ça. Donc, on va montrer ça par récurrence sur la dimension de E. Notez la démarche du cours. C'est le S3, la diagonalisation, et on ajoute ortho. C'est la même chose. Alors, preuve. Montrons le terrain, montrons-le par récurrence sur N qui est égal à la dimension de E. Voilà. Donc, pour n égale à 1, c'est l'évidence. Qu'est-ce que c'est n égale à 1? Pour n égale à 1, donc E est une droite vectorielle, voilà, et tu choisis un vecteur unitaire, ou W, un vecteur unitaire. Voilà. Donc, il faut se débarrasser d'un vecteur unitaire. Il ne faut pas trop insister sur les cas évidents, etc., les conventions, etc. Donc il n'y a rien. Voilà. Donc, il n'y a rien. Alors, supposons que la propriété, donc ici, la base, c'est W, il n'y a rien. Que la propriété est vraie, au rang n. Que veut dire la propriété est vraie au rang n?
signifie que pour tout endomorphisme F symétrique sur un espace euclidien de dimension n, qu'est-ce que j'ai? On a une base de vecteurs, l'espace il possède une base de vecteurs propre, voilà, qui est orthonormée. Supposons que la propriété est vraie en n. Qu'est-ce que je vais me faire? Je vais me donner un espace vecteur de dimension n plus 1. Alors, soit E, un espace euclidien tel que dimension de E, tel que dimension de E, il vaut combien? C'est égal à 1 plus 1. Qu'est-ce que je fais? Regardez, c'est la démonstration la plus facile. Parfois, je vois des démonstrations matricielles, c'est compliqué. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que tout endomorphisme symétrique, son polynôme caractéristique est scindé. Que veut dire le polynôme caractéristique d'endomorphisme symétrique et scindé? Que veut dire ça? Que veut dire le polynôme caractéristique d'un endomorphisme symétrique d'un espace euclidien est scindé? Que veut dire ça? Cela signifie qu'on a une valeur propre réelle. Donc, on a une valeur propre réelle. Que veut dire on a une valeur propre réelle? Donc, on a un vecteur propre. Donc, je peux considérer soit W1 plus 1, un vecteur propre de F. Je peux le normaliser. Tu prends n'importe quoi, tu peux le normaliser, il est unitaire. Je vais choisir un vecteur unitaire. Un vecteur propre de F qui est unitaire. Alors, la propriété de stabilité qu'on vient de montrer il y a 10 minutes, c'est elle qui permet de passer dans l'hypothèse de récurrence. Mais qu'est-ce qu'on a? On a toujours la décomposition orthogonale l'espace euclidien est égal à quoi? Est égal à F plus, non seulement la somme directe, mais la somme orthogonale. C'est-à-dire on a ça. Voilà, regardez orthogonale. Et quel est l'avantage de la somme orthogonale? Quel est l'avantage en S2 de la somme directe? En S2, quand j'étais en S2, à quoi ça sert la somme directe? À quoi ça sert en S2 la somme directe? En S2, la somme directe, elle sert à quoi? Si BF est une base de celui-là, si BG est une base de celui-là, par concaténation de ces bases, en les collant, qu'est-ce que j'ai? B qui est égal à BF, BG est une base de E. Donc il faut savoir l'intérêt des choses. Pourquoi on a fait la somme directe en S2? Regardez. Maintenant, on est où? On est S4. Qu'est-ce qu'on a fait? On est dans un espace euclidien. On a introduit quelque chose de plus fort que somme directe. C'est quoi? Somme orthogonale. Donc, on a ça. Par conséquent, qu'est-ce qu'on a? Si BF est une base orthonormée, et ça, c'est une base orthonormée, qu'est-ce que j'ai? Ça est une base orthonormée. Donc, à quoi ça sert la somme orthogonale? Si ça c'est orthonormal et ça c'est orthonormal, quand tu comptes, tu récupères orthonormal. Voilà. Donc je vais l'appliquer ici. Alors tout d'abord, que veut dire l'hypothèse Wn plus 1 est un vecteur propre? Une manière ensembliste pour traduire que Wn plus 1 est un vecteur propre, c'est quoi? C'est de dire que F manière ensemble pour traduire que Wn plus 1 est un vecteur propre. Voilà. Alors, d'après la proposition de stabilité qu'on vient de montrer, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'orthogonale. J'ai l'orthogonale est également stable par F. Voilà. Donc, j'ai l'orthogonale est également stable par F. Que veut dire l'orthogonale est stable par F? Cela signifie que si je pose petit g, qui est égal à l'endomorphisme induit de f sur la droite vectorielle R Wn plus 1, ça c'est la même chose que ça. Ça, ce qu'il y a là, regardez, que veut dire f de f est inclus dans f. F de f est inclus dans f. Cela signifie que petit g, qui est l'endomorphisme induit de petit f sur f, est un endomorphisme de quoi? De f.
Alors ici, il est non seulement un endomorphisme de F, mais c'est un endomorphisme symétrique, c'est évident. Quand il y a un endomorphisme symétrique, la restriction, c'est aussi sa symétrique, par définition. Donc il appartient à quoi? Il appartient à S de N de l'orthogonale. Parfois, j'oublie des petites choses. Je parle beaucoup et j'oublie. Voilà. Donc, si je pose petit g égale f sur la restriction sur l'orthogonale, qu'est-ce que j'ai? Et ça, c'est un endomorphisme symétrique. Donc, petit g est un endomorphisme symétrique de qui? De celui-là. Mais qui est celui-là? Celui-là est un hyperplan. Regardez. Est un hyperplan. Combien ça de dimensions? C'est n. Donc, je peux appliquer l'hypothèse à quoi? À celui-là. Et comment j'applique l'hypothèse à celui-là? Je prends petit g, un endomorphisme symétrique, donc j'applique l'hypothèse de récurrence à celui-là. Regardez, j'ai petit g. Voilà. Et j'applique l'hypothèse de récurrence. Donc j'applique l'hypothèse de récurrence à celui-là. Parce que dimension de l'orthogonale, il vaut combien? Il vaut n. Alors, qu'est-ce que j'ai d'après l'hypothèse de récurrence? Celui-là, qui est l'orthogonale, il possède une base orthonormée. Donc, il va posséder une base W1, W2, Wn. Une base orthonormée de celui-là. Alors maintenant, regardez ici, par concaténation, j'ai une base orthonormée de celui-là, et j'ai une base orthonormée de celui-là, et la somme, elle est orthogonale. Qu'est-ce que je déduis? Je déduis quoi? Je déduis que la famille B, qui est égale par concaténation, donc je colle, voilà, donc ici, je mets Wn, ici Wn plus 1. Donc, quand tu colles, qu'est-ce que tu récupères? Tu récupères une base orthonormée du grand. De l'espace euclidien. Voilà, et c'est terminé. Alors maintenant, on va faire un exemple pour comprendre. Voilà. Ou bien, on va écrire la version matricielle. On va écrire la version matricielle. Donc, je vais appeler la version matricielle de théorème 2. Alors, tout d'abord, matrice et endomorphisme, c'est la même chose. Que veut dire matrice et endomorphisme? C'est la même chose. Ça, c'est une matrice. Ça, c'est une matrice. C'est la même chose que se donner son endomorphisme canonique. Qu'est-ce que c'est son endomorphisme canonique? C'est celui-là. C'est la même chose. Qui veut dire c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est une matrice? Tu peux la représenter par tes colonnes. Tu peux représenter ta matrice par des colonnes. Et qu'est-ce que c'est la première colonne d'une matrice? C'est AE1. AE1. La deuxième matrice, la deuxième colonne, AE2, etc. AEN. Tu as une matrice, tu peux la représenter par ces colonnes. Qu'est-ce que c'est la première colonne? C'est AE1, AE2, AE2. Qu'est-ce que c'est AE1? Qu'est-ce que c'est AE1, AE2, AEN? Qu'est-ce que c'est ça? En colonne. Alors c'est tellement évident, d'accord? Ça, ce qu'il y a là, c'est exactement la matrice de f de A dans Bn. C'est tellement évident, quand on l'explique, il devient compliqué. Une matrice, tu peux la représenter par ces colonnes. Qu'est-ce que c'est la première colonne? C'est AE1, AE2, AEN. Et qu'est-ce que c'est AE1 en colonne? C'est exactement la matrice de l'endomorphisme canonique dans la base Bn de Rn, la base canonique. Bn, c'est la base canonique. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que nous avions vu dans le théorème 1? Tout endomorphisme symétrique, quoi? Elle est orthodiagonalisable. D'accord? Et que veut dire orthodiagonalisable? C'est-à-dire qu'il existe une base orthonormée, telle que la matrice de F dans B, d'accord, est une matrice diagonale. Donc on va choisir F
est égal à f de A. Et on va choisir A, une matrice symétrique. Donc on va choisir petit f est égal à f de A, et A est une matrice symétrique. Et nous avions vu dans la vidéo endomorphisme symétrique, la partie première, A est une matrice symétrique si seulement si son endomorphisme canonique est un endomorphisme symétrique. Très facile, on a vu dans la première vidéo. Donc A est symétrique réel, d'accord? Ça équivaut à quoi? À son endomorphisme canonique, Fn10A, est un endomorphisme symétrique. Donc ça, c'est un endomorphisme symétrique. Voilà. Que veut dire ça, c'est un endomorphisme symétrique? Cela signifie qu'il existe une base B orthonormée de Rn canonique telle que la matrice de f de A dans B est une matrice diagonale. C'est une matrice diagonale, mais il ne faut pas trop l'ignorer. C'est une matrice diagonale, et sur la diagonale, il y a quoi? Il y a les valeurs propres. Nous, ici, on n'insiste pas. Mais dans les formes quadratiques, quand même, il ne faut pas dire diagonale dans les formes quadratiques. Il faut dire c'est la matrice diagonale. Sur les valeurs propres, il y a quoi? Sur la diagonale principale, on a les valeurs propres. Donc, résumé, regardez. Conclusion quoi? Qu'est-ce qu'on a? Regardez, je résume ce que j'écris à droite. J'ai A. A, c'est la matrice de l'endomorphisme canoniquement associé à A dans B1. Ça, c'est l'évidence. Matrice et endomorphisme, c'est la même chose. Il traduit cette évidence. Quelle est la deuxième chose? Si je prends en plus A une matrice symétrique, qu'est-ce que j'ai? J'ai la matrice de F de A, d'après le théorème 1, dans une base orthonormée, est une matrice diagonale. Alors maintenant, d'après la formule de changement de base, qu'est-ce que j'ai? D'après la formule de changement de base, qu'est-ce que j'ai? Voilà. J'ai la matrice A qui est égale à P, D, P-1. Bien sûr, ici, A est une matrice symétrique. Ça, c'est toujours vrai. Ça, parce que A est une matrice symétrique. D'après la formule de changement de base, j'ai ça. Mais qu'est-ce que c'est P? P, c'est la matrice de passage de la base canonique à la base orthonormée. D'accord? Or, nous avions vu dans la vidéo, la matrice de passage entre deux bases orthonormées est orthogonale. La matrice de passage entre deux bases orthonormées est toujours orthogonale. Donc, qu'est-ce que j'ai de plus ici? J'ai P-1 est égal à transposé de P. Regardez. Ça, c'est la diagonalisation des matrices. Qu'est-ce que j'ai de plus? P-1 qui est compliqué, c'est quoi? C'est la transposée de P. Donc, on a une relation orthogonale de diagonalisation. Donc, je résume tout cela proprement, comme ça. Théorème 2, version matricielle. Ainsi, on a démontré la version matricielle. Qu'est-ce qu'il dit? Théorème 2. Soit A une matrice symétrique réelle, Alors, que se passe-t-il? La matrice A est orthodiagonalisable. C'est-à-dire, non seulement elle est diagonalisable, semblable à une matrice diagonale, on vient de le montrer, d'accord? Mais elle est semblable à une matrice diagonale, d'accord? Via une matrice P, comment de passage, il est comment? Orthogonale. P qui a été inversible en S3, il est devenu maintenant quoi? Orthogonal. Alors, que se passe-t-il? Il existe P, une matrice orthogonale. Il existe D, une matrice diagonale, qu'il ne faut pas trop ignorer, d'accord? Tel que, qu'est-ce que j'ai? J'ai une relation qui est orthogonale. C'est-à-dire P-1 est égal à transposé de P. Voilà. Donc, j'ai ça c'est le S3. Qu'est-ce que j'ai ça? Donc, toute matrice symétrique réelle est orthodiagonalisable. Non seulement il est semblable à une matrice diagonale, mais la matrice de passage, elle est comment? Elle est diagonale. Voilà. Alors, exemple, pour comprendre. Donc, un exemple pour comprendre, voilà. Quelle est la manière pour comprendre? C'est l'exemple. Donc, il ne faut pas trop se disputer avec ça.
Il y a une petite remarque que j'ai oubliée. Très souvent, sur les copies d'examen, je trouve A est une matrice symétrique, donc elle est, je ne sais pas quoi, diagonalisable, je ne sais pas quoi. D'accord? Alors, si tu prends la matrice ça c'est une matrice complexe, elle est symétrique, mais elle n'est pas diagonalisable. Mais n'est pas diagonalisable. Remarque, je ne précise pas ni R ni C. Je ne précise pas ni R, mais pas diagonalisable. Tu choisis ce que tu veux. Car toujours dans l'examen, il y a quelqu'un qui me dit symétrique diagonalisable. Toute matrice symétrique sur R. Qu'est-ce qu'il est? Elle est non seulement diagonalisable, elle est orthodiagonalisable. C'est-à-dire la matrice de passage, elle est orthogonale, c'est plus. Voilà. Ici, pourquoi ce n'est pas diagonalisable? Le polynôme caractéristique de ça, il vaut combien? Calcul bête, c'est égal à x au carré. Donc d'après Cayley, a au carré, il est nul. Il est nilpotente. Donc il n'est pas diagonalisable. Ce n'est pas la peine de dire sur R ou sur C, etc. Donc il faut faire attention. Bon, bien sûr, il y a une notion de matrice hermétienne. Mais pour le moment, il ne faut pas trop se précipiter. Alors voilà, je vais énoncer le théorème 2. Il est là, voilà, le théorème 2, il est là. Alors maintenant, on va faire l'exemple. Donc je vais effacer ça. C'est une simple remarque qui vous dit qu'il faut utiliser un résultat mathématique avec précaution. Il ne faut pas dire symétrique et diagonalisable. Alors, exemple. Je considère la matrice A, c'est une matrice de taille 4. C'est une matrice de taille 4. C'est une matrice symétrique. Donc c'est une matrice symétrique, réelle. Question. Déterminer une relation d'orthodiagonalisation de A. Donc, déterminer une relation d'orthodiagonalisation de A. Donc cette matrice, elle est orthodiagonalisable. Pourquoi? Parce qu'elle est symétrique réelle. Qu'est-ce que veut dire la question? Il faut déterminer une relation d'orthodiagonalisation. C'est-à-dire que cela signifie que je dois trouver une matrice P orthogonale et D qui vérifie cette relation. Donc il faut que je détermine P, je détermine D qui vérifie ça. Alors quel est l'algorithme? Photocopie de diagonalisation. Tu regardes la vidéo, photocopie. La seule différence, c'est quoi la seule différence? Dans la diagonalisation, on détermine une base de sous-espace propre, si vous vous rappelez. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On détermine une base orthonormée des sous-espaces propres. C'est la seule différence. Photocopie. Dans la diagonalisation, on calcule le polynôme caractéristique. On détermine sous-espace propre. On détermine une base. Ici, qu'est-ce qu'on fait? La seule différence, on détermine une base orthonormée du sous-espace propre. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On applique l'algorithme de Gram-Schmidt. Bien sûr, on fait ça dans les cas qui n'est pas évident. Si tu as la dimension 1, tu normalises. Si tu as un hyperplan, bon, on va voir ça sur l'exemple pour ne pas trop se précipiter. Donc, on a ça. Donc, quelle est la première chose? C'est comme la diagonalisation. Qu'est-ce que je fais? Je détermine le polynôme caractéristique. Donc, je détermine le polynôme caractéristique. Donc, qu'est-ce que c'est le polynôme caractéristique de A? On va le déterminer. Nous, on a fait le S3, on a factorisé, etc., etc. Bon, qu'est-ce qu'on remarque ici? La somme des lignes, elle est constante. Je donne la méthode pour un étudiant qui est moyen. Un étudiant qui est brillant, c'est évident. C'est la translatée de la matrice où il n'y a que partout des 1. Et d'après la vidéo de la translatée matrice, le polynôme caractéristique est égal à ça. Un étudiant qui est brillant, qui va participer au concours. Un étudiant qui veut mention A bien, qui passera toute sa vie avec mention A bien, il fait comme moi. Bon, tout le monde est content, bien sûr, je sais que tout le monde est content. Je suis obligé de faire la méthode que tout le monde comprend, d'accord? Alors, la somme des lignes est constante.
Que veut dire la somme des lignes constantes? Ça veut dire que 3 est une valeur propre, d'accord? Et je gagne aussi le vecteur propre qui est 1, 1, 1, 1. Donc, la somme des lignes constantes, qu'est-ce que j'ai? J'ai A plus I4, il vaut comme ça. Partout des 1, partout des 1, partout des 1. C'est la matrice où il y a partout des 1. Regardez, A plus I4 est égal à ça. Donc le rang de ça, il vaut combien? Il vaut 1. Cela implique que moins 1 est une valeur propre. Regardez, moins 1 est une valeur propre. Moins 1 est une valeur propre. Et quoi d'autre? Moins 1 est une valeur propre. Voilà. Alors, moins 1 est une valeur propre. Qu'est-ce que c'est la dimension de ce espace propre? La dimension de ce espace propre, d'après le théorème de rang, il vaut combien? Il vaut 3. Il vaut 4 moins 1, c'est 3. Mais nous avions vu que 3 est une valeur propre. Déjà, 3 est une valeur propre. Alors, qu'est-ce qu'on a? La dimension d'un sous-espace propre est toujours plus petite que la multiplicité de la valeur propre. Or, ici, la dimension, ça vaut 3. Donc, la multiplicité de moins 1, elle est plus grande que 3. Et déjà, 3 est une valeur propre. Union dimension 4. Donc, moins 1 est une valeur propre triple. C'est l'évidence. J'ai calculé A plus I4, c'est égal à ça. Son rang, il vaut combien? C'est A. C'est 1. Donc, moins 1 est une valeur propre. D'après le théorème de rang, la dimension de ça est égale à 3. Mais la dimension de ce espace propre est plus petite que la multiplicité de la valeur propre. Donc, la multiplicité de moins 1 est plus grande que 3. Et comme déjà 3 est une valeur propre, moins 1 est une valeur propre triple. Donc, moins 1, donc multiplicité de moins 1 est égale à 3. Et c'est terminé. 3 est une valeur propre. Et moins 1 est une valeur propre triple. Voilà. Que vaut le polynôme caractéristique? Devinette, ça vaut x plus 1 donc 3 est une valeur propre simple. 3 est une valeur propre simple. Et je connais d'avance, comme la somme des lignes est constante, non seulement 3 est une valeur propre simple, 3 est une valeur propre, qu'est-ce que je gagne? Je gagne le vecteur propre. Donc combien il vaut le sous-espace propre E3? Combien il vaut? La somme des lignes est constante, celui-là est toujours un vecteur propre. Comme la valeur propre est simple, nécessairement est égale à ça. Maintenant, combien il vaut E de moins 1? Alors là, il faut le retenir. C'est-à-dire, le jour de l'examen, on ne va pas déterminer ce espace propre. La durée de l'épreuve, c'est 1 heure et quelques. Une matrice d'ordre 4, et on va dire, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise cette astuce, regarde. Un endomorphisme symétrique est orthodiagonalisable. Un endomorphisme symétrique, il est orthodiagonal. Que veut dire il est orthodiagonal? C'est-à-dire que E est la somme orthogonale des sous-espaces propres. Donc, combien il vaut l'orthogonale de E de alpha? Il vaut E de bêta. On ne détermine pas les sous-espaces propres. Tu prends une matrice d'ordre 3. Est-ce que moi, le jour de contrôle, je vais te donner 3 valeurs propres distinctes? Si tu as 3 valeurs propres distinctes, comme les sous-espaces propres ils sont toujours orthogonales, il suffit de normaliser, il n'y a rien. On tombe sur le S3. Est-ce que je vais te donner une valeur propre multiple? Comme c'est diagonalisable, il est scalaire. C'est impossible. Quelle est la seule possibilité? Et je dois te donner une valeur propre double et l'autre triple. Donc, je dois faire ça. Voilà. Donc j'ai ça. Combien il vaut le sous-espace propre moins 1 de A? C'est l'orthogonale de celui-là.
C'est pas la peine de me dire ici, c'est facile, il n'y a que des 1, d'accord? Il faut noter la démarche. On ne résout pas de système, regarde. C'est l'orthogonale de celui-là. Et qu'est-ce que c'est l'orthogonale de celui-là? 1, 1, 1, 1. C'est l'ensemble des x, y, z, p, tel que la somme est égale à 0. Il faut noter la méthode, d'accord? C'est une méthode générale. Moi, j'ai choisi 1, 1, 1 car je n'ai pas le temps. Je peux te donner 5, et 6, et 7. Et l'astuce, c'est quoi? On ne résout pas le système. On détermine le sous-espace propre dont la valeur propre est la plus grande. Donc, l'orthogonale, on le déduit rapidement. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est égal à ça. Voilà. Donc, il n'y a pas de calcul. On ne fait pas les calculs. D'accord? Sinon, on n'a pas le temps. D'accord? Car il y a d'autres questions. Alors, ça, donc conclusion, qu'est-ce que j'ai? J'ai R à la puissance 4. J'ai R à la puissance 4 qui est égal à ça. Donc 1, 1, 1, 1, plus son orthogonale. Voilà, je résume ce que j'ai fait. Et son orthogonale. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La méthode générale, retenez la méthode générale, c'est comme la diagonalisation. Quelle est la seule différence? Dans la diagonalisation, déterminer une base de sous-espace propre. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer une base orthonormée. Et qu'est-ce que je fais? J'applique le procédé d'orthogonalisation de Gram-Schmidt. Je l'applique dans les cas qui ne sont pas évidents. Ici, regardez. Ça, c'est un hyperplan. Ça, c'est un hyperplan parce que c'est le noyau. C'est le noyau de ça. Donc, c'est un hyperplan. Combien sa dimension? C'est 3. Donc, sa dimension, c'est 3. Qu'est-ce que je fais? Je ferme les yeux et je récite Gram-Schmidt. Gram-Schmidt, qu'est-ce que je fais? Je récite Gram-Schmidt. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence par déterminer une base d'ici. Une base d'ici, chaque étudiant, il a choisi sa base. Alors, nous, on écrit, on prend un vecteur d'ici. Donc, x est égal à moins y, moins z, moins p. D'accord? Donc, on commence par déterminer une famille génératrice. Alors, qu'est-ce que c'est une famille génératrice? Donc, c'est des calculs. Donc, tu as cette famille-là. U1, 1, moins 1, 0, 0. U2, 1, 0, moins 1, 0. Tu as U3, 1, 0, 0, moins 1. Ouais, c'est ça. Voilà, voilà. Sa dimension, c'est 3, c'est un hyperplan. Et on vérifie facilement, ça, c'est une famille génératrice, donc c'est une base, etc. Chaque étudiant choisit ce qu'il veut. Moi, j'ai choisi ça, d'accord. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je ferme les yeux et j'applique procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Donc, il faut regarder la vidéo procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Donc, j'ai fait la publicité de la vidéo. Achetez la vidéo, procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Alors, je récite. Est-ce que je sais réciter? Donc, il faut réciter, pas dire remarquant, il y a un erreur pareil. Qu'est-ce que je fais? J'initialise. Qu'est-ce que c'est W1? Je normalise le vecteur U1. Regardez. Combien ça a? Racine de 2. Voilà, et je ferme les yeux. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais un calcul intermédiaire. D'accord? Donc, je fais V2. WD, je normalise. C'est l'étape triviale. Ce qui est important, c'est les V. C'est les V qui sont importants. W, on normalise. L'étape est, il faut l'oublier. Ça, c'est la vraie étape importante. V2, qu'est-ce que je fais? Pour déterminer V2, je vais à qui? Je vais à U2. V2, U2, V2, U2, V3, U3, VP, UP. Regardez. C'est une cuisine. Et je projette U2 sur quoi? Sur les vecteurs orthonormales précédents. Qu'est-ce qu'il y a de précédent? C'est W1. Donc, regardez, cuisine. Et je répète la même chose. VP,
IP. Et je projette sur les précédents. Voilà. Ici, tu remplaces. W1, c'est ici, d'accord? Donc, le racine de 2, tu le fais sortir ici. Ça, tu fais le sortir ici. Donc, ça devient 1 demi. Ici, U1. U1. Voilà. Et le résultat, c'est quoi? C'est 1 sur racine de 6. 1, moins 2. Voilà. Quand tu normalises, tu trouves ça. Quand tu normalises, donc tu le calcules bêtement, quand tu normalises, W2, c'est un calcul scolaire. Les quadruplés, etc., les triplés, tu réduis même dénominateur, d'accord? Quand tu le normalises, tu trouves ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors maintenant, V3. Qu'est-ce que j'ai? Je veux V3. Qu'est-ce que je fais? Je vais chez U3. Où est U3? Il est là. Donc V3, U3. Donc V3, U3. Donc V3, c'est U3. Et qu'est-ce que je fais? Je projette U3 sur les précédents. Quels sont les précédents? W1, W2. Regardez, c'est la même récitation. V3, je vais à U3. Qu'est-ce que je fais? Je projette sur les précédents qui sont déjà construits. Quels sont les précédents qui sont déjà construits? W1, W2. Donc, moins U3, W1, moins U3, W2, W2. Vraiment la récitation. Quelqu'un qui dit que ça, c'est des maths, vraiment un menteur. Je ne vois pas où sont les maths. Tu as un algorithme, il faut le tourner. Les précédents, les précédents, les précédents. VP, IP, les précédents. Tac, 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 tac. Voilà, et puis tu normalises ces trucs. Quand tu normalises ces trucs, alors qu'est-ce que tu obtiens? Tu obtiens 1 sur, donc c'est V3, sur la norme de V3. C'est 1 sur 2 racines de 3. Donc c'est 1, moins 3. Calcul élémentaire. Donc ça, c'est devenu. Donc grâce à Gram-Schmidt, à quoi ça sert Gram-Schmidt? Gram-Schmidt, il nous a permis de construire, dans ce cas qui n'est pas trivial, d'accord? On ne peut pas avec les yeux faire ça, d'accord? De construire une base orthonormée sur espace propre. Donc quelle est la méthode? Photocopie de la diagonalisation, mais au niveau de ce espace propre, dans la diagonalisation, ce qu'on faisait, on détermine une base. Aujourd'hui, non. On utilise quoi? Gram-Schmidt. Il détermine une base orthonormée. Celui-là, c'est la dimension, il vaut combien celui-là? La dimension, il vaut 1, donc tu normalises. Donc en résumé, j'ai W1 qui est égal à 1 sur racine de 2, 1 moins 1, 0, 0. W2, 1 sur racine de 6, 1, moins 2, 0. W3, 1 sur 2 racines de 3, 1, moins 3. Et W4, je le normalise. W4, donc la norme, ça fait combien? Tu as des 1, ça fait 4, donc ça fait 1 demi. Et je continue le chemin comme la diagonalisation. Comme si j'étais en S3. Je continue le chemin. Qu'est-ce qu'on faisait en S3? On pose grand P égale à quoi? P, c'est la matrice de passage. Ça, c'est une base orthonormée que tu peux appeler B. Tu peux l'appeler B. B, c'est W1. Alors, si tu notes P, la matrice de passage de la base canonique à B, qu'est-ce que c'est B? C'est W1, W2, W3. Voilà. Alors, tu peux dessiner ta matrice de passage. Qu'est-ce que c'est ta matrice de passage? C'est ça. C'est donc en colonne, tu as 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2, 0, 0. Alors, tu as 1 sur racine de 6, 1 sur racine de 6, moins 2 racine de 6 et 0. Et le troisième, on sait quoi? C'est 1 sur 2 racines de 3, 1 sur 2 racines de 3, 1 sur 2 racines de 3. Et le dernier, c'est moins 3 racines, 2 racines de 3. Donc, j'efface ça. Voilà, il faut faire du sport.
Pour être enseignant, il faut faire du sport. Avant de faire enseignant, il faut faire du sport. Sinon, tu vas tomber. Tu vas devenir orthonormal. Alors, le moins 3. Et le dernier, j'ai normalisé, donc 1,5. Donc 1,5. Et c'est tout. Maintenant quoi? Il faut connaître les petites choses. La matrice de passage entre deux bases orthonormées, elle est orthogonale. Voilà. Cette matrice qui est compliquée, voilà. P-1 il vaut combien? Transposé de P. Regardez. Il faut pas dire orthogonal. Donc P-1 est égal à transposé de P. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai obtenu une relation d'orthodiagonalisation. Que veut dire ortho? C'est-à-dire A, regardez A, c'est égal à P, D. Ici, c'est pas P-1, ou bien tu écris P-1. Tu écris P-1 pour les souvenirs. Voilà, pour les souvenirs. Voilà. Et tu fais ici accolade, et P-1, il vaut quoi? Il vaut transposer de P. Regardez. Ça, c'est le S3, et ça, c'est le S4. La matrice de passage, elle est orthogonale. Et qu'est-ce que c'est D? Il ne faut pas se tromper dans D. C'est comme la diagonalisation. Il faut écrire les valeurs propres dans l'ordre. Donc ici, moins 1, moins 1, moins 1. Ici, c'est 3. Donc moins 1, moins 1, moins 1 et 3. Donc c'est une matrice diagonale. Etc. Diagonale, matrice diagonale. Voilà. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle une relation d'orthodiagonalisation de A. Voilà. Au lieu de dire déterminer P orthogonal déterminer D, on dit déterminer une relation d'orthodiagonalisation de la matrice A. Voilà, je vous remercie.